Nos analystes, Joël Denis, Manon et Daniel, c'est une grosse nouvelle. Je suis vraiment content de vous retrouver pour analyser tout ça. D'abord, sur la démission de M. Scheer, évidemment, Joël Denis était sur la sellette quand même depuis la défaite électorale. Est-ce que ça vous surprend, vous? Le timing me surprend. Je pense qu'il y avait... comme on dit, les carottes étaient cuites pour M. Scheer. On sentait l'eau bouillir, donc je pense qu'il sentait lui aussi que les carottes étaient cuites. C'est le moment choisi pour l'annoncer qui me surprend. J'aurais cru que ça viendrait surtout peut-être fin janvier. Je sais, on m'avait dit en coulisses que M. Scheer, on le connaissait suffisamment, son tempérament, pour savoir qu'il n'irait pas à Toronto pour se faire humilier. Et les indications, tous les indices qu'il avait, c'est qu'il se dirigeait vers l'abattoir. Donc, il a pris la décision qui s'imposait, c'est-à-dire remettre sa démission. Manon, est-ce que cette nouvelle publiée aujourd'hui par Global News à l'effet que le Parti conservateur a défrayé une partie des frais de scolarité des enfants de M. Scheer, c'est vraiment la raison pour laquelle il l'a fait aujourd'hui? Il est parti aujourd'hui? Non. Je pense que, bon, ça a dû l'irriter, comme tous les politiciens, ça les irrite quand on parle de ce genre d'aide financière, alors que c'est fréquent dans les partis politiques pour aider les chefs à absorber les coûts associés à leurs tâches. Je pense que c'est davantage la décision du Conseil national de refuser d'adopter une règle exigeant de tous ses membres de rester neutres durant le processus de révision du leadership, ce qui voudrait donc dire pour lui qu'il avait à l'interne, dans la machine, des gens qui risquaient de travailler contre lui. Et ça, je pense que pour un chef, c'est vraiment un signal que les carottes sont cuites, que les gens sont contre lui, là, vraiment. Daniel, est-ce que vous trouvez qu'Andrew Scheer quitte avec élégance? Je pense qu'en termes de timing, je pense que c'est l'enjeu principal. Je pense que l'élégance serait venue avec un départ fin octobre, début novembre, parce que depuis ce temps-là, il a un peu creusé sa tombe en adoptant des positions, en renchérissant sur ses positions sur l'avortement, sur le mariage gay, en démontrant qu'il n'est pas très confortable avec ces enjeux-là. Aujourd'hui, son discours était presque juste en anglais. Je ne pense pas qu'il avait grandi aux yeux du public depuis sa défaite. Je pense qu'il y avait peut-être un moyen pour lui de survivre à la grogne, mais on dirait qu'il a pris plusieurs décisions, il s'est débarrassé de ses loyalistes. Pourquoi est-ce qu'il démissionne environ un mois après avoir congédié son chef de cabinet, son directeur de campagne, les gens qui l'appuyaient le plus? Donc, c'est plus dans l'enjeu du timing. Je pense qu'en rétrospective, il aurait clairement bénéficié de quitter la tête un peu plus haute à la fin octobre, début novembre. Parce que M. Scheer, juste pour clore sur sa démission, bon, il était à la Chambre des communes hier, vraiment comme si de rien n'était. Il n'y avait rien qui laissait présager qu'il allait démissionner. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, vous savez, à partir de quel moment, dans sa tête, c'est devenu évident qu'il fallait qu'il parte? La semaine dernière. La semaine passée? Oui, il y a une semaine, ça a cheminé beaucoup plus. On me dit qu'il a dit à son caucus aujourd'hui et qu'il a rencontré son fils de 14 ans chez lui la semaine dernière après une journée de travail et qu'il a eu une longue conversation avec son fils qui a vraiment eu un effet sur lui. Il s'est aperçu qu'il avait perdu beaucoup de temps précieux avec lui. Il a maintenant 14 ans, son fils aîné, il a 5 enfants. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'il doit faire passer sa famille en priorité. Quand les choses vont mal en politique, souvent, c'est la famille qui est invoquée comme excuse. Oui, il a beaucoup parlé de sa famille aujourd'hui. Oui, beaucoup. Il a 5 enfants, 5 jeunes enfants. Je pense qu'il la plus jeune, peut-être 4 ou 5 ans. Donc, il y a encore du travail à faire à la maison. Et son épouse aussi, je pense, exerçait une certaine pression également pour qu'il quitte en raison de la mauvaise publicité qui s'abattait sur lui depuis un bout de temps. Ouais. Je pense que l'approche de Noël, il n'avait pas envie de passer le temps des fêtes pris dans cette... dynamique-là, oui. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, sur le plan personnel, mettre ça derrière le moment était le bon pour lui. C'est la fin de la session, il peut dire au revoir à tout le monde, mais en plus, il évite à sa famille des débats constants durant toute une période normalement consacrée à autre chose. Sur sa succession maintenant, Daniel, le parti va se lancer donc dans l'organisation d'une course au leadership. Il y a deux courants de pensée au Parti conservateur, les conservateurs sociaux, il y a les plus progressifs. Est-ce que ça va jouer un rôle dans le choix du chef? Bien, c'est clair, et je pense que les deux côtés se préparent déjà. On sent que beaucoup de gens qui, même parmi les gens qui appuyaient Andrew Scheer, voudraient un chef plus progressiste, veulent qu'on arrête de parler d'enjeux sociaux, d'enjeux moraux, L'avortement, le mariage gay. Veulent que le Parti conservateur soit au diapason de la société canadienne, pas de l'entièreté de la société canadienne. Le groupe Campaign Life Coalition a dit, écoutez, j'espère que ça va être un choix. Le prochain chef sera pro-vie, pro-famille, donc il va rester cette partie-là. Sauf que c'est quoi l'attente du Parti conservateur? Qui peut y accéder, qui se sent à l'aise à l'intérieur de cette famille-là? Si on se contraint au groupe un peu plus de droite ou de conservateurs sociaux, peut-être qu'on exclut
ceux et celles qui pourraient permettre au Parti conservateur de gagner la prochaine campagne. Parce que justement, Joël Denis, il y a des noms qui circulent. Bon, Bernard Lord, Jason Kenney, Caroline Mulroney, depuis des semaines, en fait, dans les journaux, il y a des noms qui circulent de candidats potentiels. Est-ce qu'il y a un ou des candidats qui semblent plus probables que d'autres? Il y a des gens qui sont encore déjà en réflexion, donc la réflexion va s'accélérer. On peut écarter Jason Kenney comme premier ministre de l'Alberta. Je pense qu'il y en a plein les bras dans sa province et il semble s'y plaire là-bas. Ouais. Dans le cas de Caroline Mulroney, ça dépend. Si Bernard Lahr y va, je ne crois pas que Caroline Mulroney va y aller. Tout comme si Bernard Lahr y va, je ne crois pas que Peter MacKay va y aller. Il y a une sorte d'entente tacite, là, un pacte de non-agression entre ces trois-là. Donc, ça ouvre la porte à d'autres candidats qui ont déjà été candidats dans le passé, comme Erin O'Toole, par exemple, pour être de retour député conservateur de l'Ontario. Oui, il parle français. Okay. Il y a un peu de travail à faire, mais il parle quand même assez bien français. Michael Chung également pourrait être de nouveau à la course, c'est un progressiste. Et évidemment, il y a peut-être, comme Daniel y faisait allusion, des candidats pro-vie qui vont quand même s'essayer. Manon, est-ce que ça pourrait être un candidat du Québec? Parce que j'ai entendu le nom de Gérard Deltel. Même, je l'ai entendu en entrevue tout à l'heure. Il n'a pas vraiment fermé la porte. Évidemment, il dit c'est la journée d'Andrew Scheer, on le comprend. Mais est-ce que ça pourrait être quelqu'un du Québec? Il y a presque toujours un candidat francophone du Québec, mais c'est un parti qui est avant tout anglophone, surtout basé dans l'Ouest et une grande partie en Ontario. C'est pas un parti qui a de fortes racines au Québec. Donc, pour le candidat du Québec, ce serait vraiment une dure bataille. Et donc, je pense que c'est... oui, il y en aura un, je suis convaincue. Est-ce que ce sera M. Deltel? Il doit sûrement y songer. Mais ce sera une dure bataille, je pense, pour le candidat du Québec. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel, de la succession? Je pense que c'est ça. Les forces, c'est l'Ontario qu'il faut aller chercher avant tout. Au Québec, je pense qu'on l'a vu à la dernière campagne, il y a un potentiel, il y avait un vote anti-Trudeau. Le vote anti-Trudeau n'est pas allé chez les conservateurs. Le vote anti-Trudeau est allé au Bloc québécois. Donc, je pense que beaucoup, avant tout, c'est l'Ontario qui... Je pense que la grogne vient de l'Ontario. Beaucoup des gens qui appuient Doug Ford, des gens qui voudraient un retour, qui pensent que la recette peut fonctionner. Mais je pense que... Donc, un candidat du Québec, je pense que, un peu comme Manon, que ça risque d'être un candidat plus marginal qui serait lié éventuellement à quelqu'un d'autre. Mais Bernard Lord est un candidat intéressant. Sa mère vient du Québec. Oui. Lui vient du Nouveau-Brunswick. Maintenant, je pense qu'il est installé à Ottawa depuis très longtemps. C'est un candidat de où? Et il est parfaitement bilingue. Ouais. Parfaitement bilingue, en effet. Ouais. Mais l'enjeu, je pense, pour ce parti-là, c'est de se repositionner, ne plus être un parti idéologique, mais redevenir un parti comme les libéraux, beaucoup plus centriste, ce qu'on appelait en anglais brokerage parties, les partis de compromis, parce qu'il faut qu'ils récupèrent des votes au centre. Ça va être le défi du Parti conservateur. Est-ce que, pour clore sur la succession, le Parti conservateur, justement, sort d'Andrew Scheer divisé? Pas vraiment divisé. Je pense que malgré tout ce qu'on a entendu au sujet d'Andrew Scheer, il quitte en laissant un parti relativement uni pour réclamer son départ, probablement. Donc, uni contre lui. Uni contre lui. Mais c'est quand même assez... c'est un groupe qui va quand même être en mesure de tenir le gouvernement Trudeau en haleine, je pense. Andrew Scheer va continuer son travail de chef de l'opposition. Et vous savez, il s'est bien démarqué quand même comme chef de l'opposition à la Chambre des communes. Il fait un bon travail. Il va pouvoir continuer sans nécessairement récolter les fruits de son travail à l'extérieur de la Chambre des communes. Sur la suite des choses, justement, à la Chambre des communes, on est dans un contexte, évidemment, de gouvernement minoritaire. Les conservateurs se retrouvent finalement sans chef. Qu'est-ce que ça laisse présager pour la reprise des travaux aux communes le 27 janvier, Manon? De la marge de manœuvre pour les libéraux, parce qu'ils savent que, bon, on le sait, ni le Bloc ni le NPD veulent se retrouver en élection. Les coffres sont vides. Et de l'autre côté, les conservateurs vont être sans chef. Donc, on va avoir, je pense qu'on va avoir un peu plus de poids dans les négociations avec les partis d'opposition pour obtenir des appuis. On va y aller au cas par cas. M. Rodriguez le répète sans cesse. Mais je pense qu'on va avoir effectivement plus de cordes. Ouais. Ils vont avoir plus de cordes à l'horaire. Parce que, Daniel, les conservateurs, c'est l'opposition officielle à Ottawa. C'était pas une opposition, on n'avait pas l'impression que c'était une opposition qui était très forte à cause justement de la crise de leadership autour de M. Scheer. Est-ce que ça vient encore diminuer le rapport de force de l'opposition? Bien, c'est peut-être que oui. Je pense que il va y avoir, ça va être intéressant de voir parce que pour l'instant, jusqu'à date, je trouve qu'on a vu que les conservateurs s'opposent aux libéraux à peu près sur tous les fronts. Peut-être sauf pour l'ALENA ou la ratification de l'ALENA 2.0. Mais je pense que les conservateurs ne vont pas se rapprocher des libéraux. Je pense qu'ils vont continuer. Peut-être qu'ils vont être moins nombreux lors de certains votes, mais
à tout le moins, je pense que c'est pas un parti qui veut du tout aider les libéraux à gouverner, c'est mon impression. Oui, parce que si on regarde les 2 semaines qui viennent de se terminer à Ottawa, bon, les conservateurs ont demandé des amendements au discours du trône. Ils ont obtenu une motion visant la formation d'un comité chargé d'étudier les relations canado-chinoises. Bon, ils ont été quand même efficaces. Est-ce qu'ils vont être plus ou moins efficaces? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la dynamique aux communes, vous pensez? Je pense qu'ils vont être assez efficaces quand même, parce que là, on a mis derrière, ils ont mis derrière eux la crise entourant le leadership de Andrew Scheer. Donc, on va passer à autre chose. Mais on sait qu'on doit quand même performer à la Chambre des communes, pas négliger ce travail-là. Et il y aura aussi la création des comités parlementaires, je pense. Et là, on va voir de grandes batailles politiques, beaucoup plus qu'à la Chambre des communes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer au comité qui pourraient influencer le cours des choses à la Chambre des communes. Donc, à surveiller aussi les travaux des comités parlementaires qui vont être constitués, je pense, après les fêtes. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais vous entendre. Ça va avoir été quoi le legs de Andrew Scheer au Parti conservateur, Manon? Est-ce que ça a été un chef marquant ou ça a été un chef de transition? Un chef de transition, mais ce qu'il a fait, ce qu'il a permis de faire au parti, c'est de réaliser qu'il devait se moderniser dans ses idées et de se remettre, justement, comme le disait Daniel, au diapason de la population canadienne, de la majorité de la population canadienne. Daniel, pour vous, le mot de la fin, on m'informe. C'est un peu ça, c'est un peu ça que je trouve intéressant. On entend beaucoup des gens à l'intérieur du parti ont fait des plaidoyers vibrants, sentis, en faveur d'un renouveau du Parti conservateur, d'un Parti conservateur plus ouvert, plus inclusif. J'ai hâte de voir si le prochain chef va bel et bien représenter ça ou est-ce que ça va être un peu plus dans la continuité de M. Scheer? À suivre. Daniel, Manon, Joël Denis, merci beaucoup. Merci à vous.